rapport que l'on va essayer de penser, c'est celui du maître à l'élève, plus que le rapport du maître au disciple, du moins dans le système scolaire contemporain. Maintenant, peut-être qu'il peut être aussi intéressant de se demander si des élèves ne peuvent pas devenir, par une chance incroyable, des disciples. Mais peut-être que ce n'est pas forcément une chance non plus. Alors, l'interrogation sur la figure du maître, de la part d'une assemblée de maîtres, comme la nôtre, ou d'une assemblée de personnes intéressées par les questions d'éducation, eh bien, me paraît à la fois légitime et suspecte. Cette interrogation sur la figure du maître me paraît légitime et suspecte. Légitime parce que, bien sûr, c'est tout à fait légitime que de s'inquiéter de savoir quelle est la figure du bon enseignant, quelle est la figure que le bon enseignant doit incarner, quel savoir et quel savoir-faire il doit maîtriser, quelle méthode d'enseignement pour lui est à suivre et quelle méthode d'apprentissage pour ses élèves ou ses étudiants est à proposer. Mais en même temps, si je dis que ce questionnement me paraît un peu suspect, c'est que cette interrogation, en même temps en ce qu'elle enveloppe une certaine forme de narcissisme, alors peut-être pas un narcissisme jusqu'au boutiste, mais elle enveloppe une certaine forme de narcissisme inquiet, je l'ai dit, mais réel, qui renvoie, je pense, à une certaine forme de désir de reconnaissance. Suis-je un bon maître? C'est quoi un bon maître? Et même peut-être à une forme de moralisation. À quoi reconnaît-on les bons et les mauvais maîtres? Comment les hiérarchiser? Comment même les sélectionner? Comment les récompenser, le cas échéant, ou les sanctionner? Le discours, en fait, sur l'effet du maître, ce que produit comme efficience le maître, ou encore, on pourrait dire, sur l'effet maître, avec un tiret, puisque c'est l'expression consacrée en sciences de l'éducation. Le discours sur l'effet maître, donc, a souvent cette portée d'évaluation morale ou institutionnelle. Je cite par exemple le propos d'un principal de collège que l'on trouve sur Internet, c'est facile, vous tapez effet maître, c'est presque l'un des premiers liens qui apparaît. Je cite ce principal de collège qui nous dit « Les enseignants peu efficaces ont des attentes pédagogiques faibles et portent un regard négatif sur les niveaux des élèves et leur capacité d'apprentissage. Ainsi, les élèves faibles font l'objet d'un traitement différentiel. Les enseignants attendent moins longtemps les réponses quand ils les interrogent, les critiquent plus souvent, les félicitent moins, interagissent moins avec eux et leur posent moins des questions plus simples. Des questions plus simples. Au final, les professeurs exposent les élèves faibles à un curriculum plus pauvre. En revanche, les professeurs efficaces valorisent leurs élèves par la parole, des sourires, des regards et développent une attitude constante envers les résultats peu élevés, en acceptant, par exemple, qu'un élève ne comprenne pas sans être pour autant mauvais. Bon. Donc, un tel discours, laisse, à mon avis, assez perplexe, à la fois parce qu'on ne peut que reconnaître le bien fondé de certaines de ces remarques, qui sont frappées au coin du bon sens. Mieux vaut en effet un maître encourageant que décourageant, surtout pour les élèves les plus faibles. Mieux vaut un maître exigeant qu'indifférent, surtout pour ceux qui ont le plus de difficultés. Et en même temps, on voit bien à quel point de telles évidences peuvent irriter les enseignants, qu'ils sentent la perversité d'un tel discours. D'un côté, ils recommandent de la part du maître une bienveillance, un investissement dont ils savent que ça ne paie pas toujours, et ils voient bien comment ce type de discours plutôt bien pensant, peut donner lieu à des pratiques assez lénifiantes. Et puis d'un autre côté, les enseignants savent aussi que ce type de discours est une manière de normer leur enseignement, de le discipliner, en tout cas de le contrôler, pour à terme l'évaluer et le sanctionner. C'est un peu ce que nous dit Pascal Bressou, qui est l'un des, on va dire, spécialistes contemporains de l'histoire des recherches sur l'effet maître. Et Pascal Bressou affirme que l'école étant devenue une des instances les plus puissantes, je cite, dans la distribution des postes de travail, et corollairement dans la distribution des positions sociales, selon qu'on y réussit ou pas dans cette école, eh bien, les études sur les effets maîtres ont d'abord cherché, et ça c'était vrai surtout dans les années 30-40, à identifier ce que peut être un mauvais maître, en visant dès lors le recrutement des bons enseignants. Et il indique qu'à partir des années 60, ont été menées plutôt des recherches moins personnologiques, j'utilise son terme, moins portées sur ce que sont les enseignants et davantage sur ce qu'ils font.
avec une élaboration de grilles d'évaluation, de grilles d'observation comportementale qui sont mises en rapport avec la réussite des élèves. Et depuis les années 70-80, ont succédé des travaux d'inspiration cognitiviste, alors venant des sciences cognitives ou de l'ethnographie, bon, je pourrais développer. Alors toutes ces études, au fond, ont un but, appréhender le pouvoir causal du maître et distinguer, isoler ce pouvoir du poids de l'environnement, à savoir de la classe et de l'établissement. Puisqu'à côté de l'effet maître, on parle de l'effet classe, c'est l'effet constitué par les caractéristiques du public qui sont accueillis dans une classe, par les interactions entre les élèves qui forment cette classe. Et puis on parle aussi d'effet établissement, l'effet établissement étant formé par la direction de l'établissement, par son organisation, par la nature des projets d'école, etc. Alors des analyses statistiques ont notamment montré que l'effet maître était beaucoup plus important que l'effet établissement, mais pas forcément que l'effet classe. Mais elles ont remis en cause la croyance en la corrélation forte, par exemple, entre efficacité et équité du maître. En effet, ce qu'on affirme, et moi, ce dans quoi j'ai été un peu élevé, c'est ce qu'on affirme traditionnellement, c'est que plus un maître fait progresser sa classe, l'ensemble de ses élèves, plus cette progression profite aux plus faibles. Et c'est l'argument qu'avançaient par exemple Christian Baudelot et Roger Establet dans L'élitisme républicain, qui a été publié en 2009, et qui faisait valoir que si le système scolaire français était un peu plus juste, eh bien, il serait en même temps un peu plus efficace. Et donc, au fond, c'est son injustice aussi qui montre son inefficacité, si cette efficacité est en partie évaluée par les rapports PISA, etc. Mais il y a quand même une tendance à montrer dans les études comparatives européennes que le système scolaire français n'est ni le plus efficace, ni certainement le plus juste. En tout cas, l'idée qu'il y ait une corrélation stricte entre efficacité et justice, eh bien, cette idée-là, elle est remise en cause par les études concernant la figure du maître. Un maître, au fond, assez efficace, ce n'est pas forcément un maître qui fait progresser l'ensemble de ses élèves, mais peut-être ceux qui sont les plus aptes à progresser. Donc on aurait peut-être là une conclusion un peu plus cynique à tirer de ces études sur l'effet maître. Cependant, ce qui importe, je pense, c'est que de plus en plus les recherches sur l'effet maître ont renoncé à des présupposés, on va dire, personnalistes et simplistes, qui reviendraient à appréhender le bon maître, soit à travers la magie d'une rencontre avec lui, soit à travers l'usage chez lui d'une méthode exceptionnelle, plus efficace qu'une autre. Les recherches les plus récentes ont montré plutôt la nécessité de penser l'efficacité du maître, non pas comme un en soi, comme une propriété individuelle, mais plutôt donc penser cet effet maître comme le produit d'une interaction avec l'élève, d'une interaction avec la classe. Alors nous voudrions, quant à nous ici, partir de cette idée, à la fois de l'existence d'un effet maître en éducation, on ne va pas nier l'existence du maître, et pourtant de l'absence d'un en soi, d'une substantialité, si vous voulez, de la maîtrise du maître. C'est à cette condition, je pense, qu'on pourra lever certains obstacles épistémologiques qui sont propres à la compréhension de la relation éducative. Je repérerai au moins deux obstacles qui constituent deux types d'illusions. D'abord, l'illusion que j'appellerais l'illusion du libre arbitre. C'est peut-être mon fond spinoziste qui me fait dire ça, mais une illusion qui fait croire en l'existence, chez l'élève comme chez le maître, d'un pouvoir indéterminé, d'un ressort d'autodétermination sur lequel on pourrait s'appuyer, au fond, pour moraliser la relation éducative. L'illusion du libre arbitre se décline, au fond, en illusion solipsiste, c'est-à-dire en la croyance au mérite individuel, solitaire, celui du maître comme celui de l'élève, et quelles que soient, au fond, les conditions sociales du milieu éducatif, de la classe, de l'établissement, etc. Alors, contre ce type d'illusion, il me paraît nécessaire de penser plutôt le maître à partir d'une anthropologie de l'activité commune. Penser le maître à partir d'une anthropologie de l'activité commune. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Eh bien, l'enseignement du maître s'inscrit, il me semble, d'abord dans un déterminisme interpsychique. L'absence de libre arbitre signifie qu'on ne peut pas, épistémologiquement, se fonder sur un appel à la causalité libre ou spontanée pour penser la mise au travail chez l'élève, ou la maîtrise des effets de son propre enseignement chez le professeur, chez le maître. Et puis, ça voudrait dire aussi qu'on ne peut pas moralement se reposer seulement sur un discours du devoir
l'obéissance libre à des impératifs moraux, sur un discours du devoir pour penser la relation éducative. Une telle morale, si elle n'est peut-être pas toujours inutile, est fondamentalement factice, plus imaginaire que réelle. Ceci dit, l'imagination a certes des effets de réalité. Le recours au discours moral du devoir peut donc parfois être payant. Mais ce discours, parce qu'il enveloppe au fond une certaine fausseté, parce qu'il repose même sur un principe faux, demeure limité dans la perspective d'une éducation réelle, c'est-à-dire d'une éducation rationnelle. Il s'agit non pas de faire croire des choses aux gens, mais peut-être de déjà se désillusionner et donc de développer un peu sa raison. Au contraire, prendre en compte la réalité anthropologique de la relation d'éducation, c'est, me paraît-il, poser comme essentiel et comme nécessaire la relation causale entre maître et élève. Relation causale et réciproque, relation de réciprocité causale. Et c'est ça que je voudrais développer. Mais avant tout, j'aimerais juste dire quelques mots sur l'autre type d'illusion auquel se confronte, il me semble, la pensée de la relation éducative. C'est l'illusion explicative, cette illusion qui fait croire à une facilitation de l'apprentissage par l'accumulation des explications. Une illusion explicative chez le maître qui est peut-être le pendant d'une inhibition, du coup, explicative chez l'élève. En tout cas, d'une fuite de l'élève lors des apprentissages, de peur d'être une fois de plus expliqué, de peur qu'on en rajoute toujours une couche dans l'explication. Alors peut-être que d'ailleurs tous nous avons fait l'expérience de cela. Au fond, quand on réexplique, on n'est pas plus clair. Et au contraire, on en perd certains. Cette illusion, au fond, de l'efficacité des explications se décline, me semble-t-il, dans une illusion didacticienne qui fait croire à une transparence à soi des techniques d'apprentissage, alors qu'elles peuvent faire naître toutes sortes de mésinterprétations, et on pourrait prendre des exemples. Alors pour contrecarrer ce type d'illusion, on peut, à la manière de Jacques Rancière, parce que c'est un peu chez lui, bien sûr, que je vais chercher cette idée d'une illusion explicative, on peut, à la manière de Jacques Rancière, en appeler à la figure du maître ignorant. Je vous rappelle qu'en 87, Rancière a publié « Le maître ignorant », 5 leçons sur l'émancipation intellectuelle. 5 leçons sur l'émancipation intellectuelle, c'est chez Fayard en 10-18. Qu'est-ce que c'est que ce maître ignorant? C'est un maître non de savoir, mais plutôt de volonté. Maître non pas explicateur, mais plutôt vérificateur. La figure du maître explicateur, c'est un maître abrutisseur, selon le mot de Rancière. La figure du maître explicateur peut envelopper au fond les meilleures intentions du monde. Elle n'est pas nécessairement celle, je cite, du vieux maître obtus qui bourre le crâne de ses élèves de connaissances indigestes, ni l'être maléfique pratiquant la double vérité pour assurer son pouvoir et l'ordre social. Au contraire, ce maître explicateur est d'autant plus efficace qu'il est savant, éclairé et de bonne foi. C'est page 17, chez Rancière. Donc ce maître abrutisseur revêt donc très souvent les habits de l'homme de progrès, car l'abrutissement, selon Rancière, consiste fondamentalement dans cette acceptation a priori de l'inégalité des intelligences. Quand bien même, bien sûr, on se donne comme idéal de parvenir à une égalisation des intelligences. Mais, au fond, le maître abrutisseur, celui que, en tout cas, Rancière appelle comme ça, cette figure-là du maître, c'est un maître qui se fonde sur le principe de l'inégalité des intelligences. La figure du maître émancipateur, celle que, au fond, Rancière oppose au maître abrutisseur, le maître explicateur, la figure du maître émancipateur repose a priori sur l'idée d'une égalité des intelligences. Et sur, là, je cite encore Rancière, c'est page 26, la figure du maître émancipateur repose sur la différence connue et maintenue de deux rapports. L'acte d'une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même, lors même que la volonté obéit à une autre volonté. Donc autonomie des intelligences, hétéronomie des volontés. C'est pour ça que même si le maître ignorant est ignorant, il est quand même un maître. Et on en a besoin. C'est un maître de volonté. Il ne s'agit donc pas de poser une liberté de la volonté de l'élève faisant ce qu'il veut par rapport au savoir, mais une puissance d'intelligence de l'élève égale à tout autre, même à celle de l'enseignant, dans son propre apprentissage. Il ne s'agit pas non plus de contester la nécessité d'un maître, simplement il ne s'agit plus d'un maître qui communique sa science,
mais d'un maître qui enseigne sans rien transmettre, au fond, ce qui requiert une suggestion de la volonté de l'élève à celle du maître. En même temps, on pourrait dire que s'affirme ici, en tout cas dans l'analyse de Rancière, un certain affect de la connaissance. Chez le maître émancipé, il y a un affect de confiance. C'est la confiance qui est important. Confiance dans l'égale capacité intellectuelle de chacun. Peut-être que c'est une confiance d'ailleurs que peu de maîtres parmi nous avons. Ou ont, on pourrait dire. Il y a donc un affect de confiance dans l'égale capacité intellectuelle de chacun, puisqu'être émancipé n'est rien d'autre qu'être, je cite, conscient du véritable pouvoir de l'esprit humain. Page 29. Cette confiance devient même le véritable but de l'éducation. Je suis toujours l'analyse de Rancière. Non pas avant tout transmettre un quelconque savoir, mais transmettre cette prise de conscience de ses propres capacités intellectuelles. Et ce, par nul autre moyen que l'apprentissage par soi-même de quelque chose. On prend donc conscience de la puissance de son intelligence en la faisant agir. Et par soi-même. S'il y a ainsi transmission, ce ne peut être que de l'émancipation elle-même, ou même, on devrait plutôt dire, parce que le slogan de Rancière, c'est que la liberté ne se donne pas, mais qu'elle se prend, la transmission d'un bord à l'autre, du maître à l'élève, ne peut être celle du désir d'émancipation, désir de s'émanciper. Et à l'autre bord que celui du maître, il y a l'élève et sa volonté d'apprendre quelque chose. Alors bien évidemment, cette volonté, elle peut être plus ou moins grande, et parfois peut-être pratiquement nulle. Il y a bien une variation possible d'un esprit à l'autre de l'affect de la connaissance, entendu comme désir d'apprendre, et même comme confiance en ses propres capacités intellectuelles, car souvent le désir d'apprendre va avec la confiance dans la capacité à apprendre. Mais l'inégalité de puissance dans l'affect de connaissance, dans la volonté au fond de connaître, ne signifie jamais pour Rancière inégalité dans les capacités intellectuelles elles-mêmes. Je cite Rancière, page 48, « Il y a inégalité dans les manifestations de l'intelligence, selon l'énergie plus ou moins grande que la volonté communique à l'intelligence, pour découvrir et combiner des rapports nouveaux, mais il n'y a pas de hiérarchie de capacité intellectuelle. » Voilà. Dès lors, pour dynamiser l'investissement du sujet dans son intelligence, est nécessaire une contrainte, selon Rancière, une mise sous tutelle, non de son intelligence, mais de sa volonté. Il ne revient pas tant au maître de trouver de bonnes méthodes pédagogiques pour analyser ce qu'il y a à comprendre, et Rancière dit bien expliquer quelque chose à quelqu'un, et c'est assez provoquant, c'est d'abord lui démontrer qu'il ne peut pas le comprendre par lui-même. Il n'y a pas pour le maître donc à instruire, mais à montrer son désir d'être instruit, notamment par l'élève. C'est ainsi que peut se communiquer du maître à l'élève le désir d'apprendre. C'est pourquoi Rancière distingue la méthode Jacotot, celle qu'il travaille là dans Le Maître ignorant, de la maïeutique socratique, qui pourtant paraît si proche. Jacotot interroge ses élèves à la manière des hommes et non à celle des savants, pour être instruit et non pour instruire. Socrate lui interroge l'esclave du Ménon pour le mener là où il veut. Le maître connaît déjà la réponse, nous dit Rancière. Ce n'est pas vrai qu'il est ignorant. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a qu'une chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Il veut mener l'esclave à la reconnaissance des vérités qui sont en lui, pédagogie du savoir, dit Rancière, non de l'émancipation. Socrate a déjà fait le chemin, il est le guide sans lequel l'esclave ne peut se déplacer, et il le conduit sur une route qui est la sienne, celle du maître. Jacotot défendrait au contraire l'idée que chaque parcours autour de la vérité suit son orbite propre, et que l'esclave qui prend le chemin du maître, eh bien jamais ne pourra devenir autre chose qu'un esclave. Il doit trouver son propre chemin. Comparant le maître socratique à un maître de manège, carrément, Rancière rapporte les propos de Jacotot. Le maître socratique a le repos et la dignité du commandement pendant le manège de l'esprit qu'il dirige. De détour en détour, l'esprit arrive à un but qu'il n'avait même pas entrevu au moment du départ. L'esprit s'étonne de le toucher, il se retourne, il aperçoit son guide, l'étonnement se change en admiration, c'est une formule presque pascalienne, et cette admiration l'abrutit. L'élève sent que, seul et abandonné à lui-même, il n'eût pas suivi cette route. Alors il me semble qu'il faut être particulièrement sensible à ce qui est décrit ici par Jacotot et que rapporte Rancière. Le maître, ici, le maître d'étonnement, qui fait entrevoir un savoir touché plus que véritablement embrassé, devient un maître lui-même admiré, un maître guide qui, par sa puissance, par sa hauteur, par la coupure qu'il maintient entre lui et l'élève, et partant entre le savoir et l'élève, fait que,
Je reprends la fin de la citation. « L'élève sent que, seul et abandonné à lui-même, il n'eût pas suivi cette route. » L'enjeu donc ici est de combattre, il me semble, l'étonnement à l'égard du savoir et l'admiration à l'égard du maître, qui ne va pas de soi. Combattre l'étonnement à l'égard du savoir, l'admiration à l'égard du maître, qui sont des affects anticognitifs, parce qu'ils sont bien plus des distractions de l'intelligence que vraiment des moteurs de compréhension. L'enjeu est donc de penser, certes, une autonomisation de l'élève, c'est sans doute le propre de toute éducation, mais surtout une première forme d'effacement du maître. Effacement d'un maître doté d'un savoir extraordinaire, investi d'une puissance admirable. Effacement donc de l'admiration comme affect de la coupure, comme affect qui substantialise les sujets au lieu de les penser dans leur activité interconnectée. Donc effacement de l'admiration comme affect de la verticalité. Or, il me semble qu'il faut à la fois être moins radical et plus radical que Rancière, dans ce rejet de la figure du maître traditionnel, le maître explicateur, admirable, détenteur d'un savoir étonnant. Alors pourquoi moins radical? Moins radical car on peut se demander comment, dans un rapport éducatif institutionnel, on peut vraiment se passer à la fois du recours à l'explication et de la croyance à la supériorité, si ce n'est de l'intelligence, du moins du savoir du maître. Il me semble en effet difficile de suivre Rancière jusqu'au bout lorsqu'il affirme par exemple que transmettre son propre savoir à l'élève, en lui expliquant ce qu'il doit comprendre, c'est inciter cet élève, le petit expliqué, à investir son intelligence dans ce travail de deuil. Comprendre, c'est comprendre qu'il ne comprend pas si on ne lui explique pas. Bon, ça fait écho à une citation que j'avais déjà donnée, c'est page 18. Que signifierait concrètement, devant une classe par exemple, que ce soit en primaire, dans le secondaire ou à l'université, que signifierait concrètement un maître qui n'explique rien, un maître seulement de volonté et non pas du tout de savoir? Tout l'enjeu est donc celui de l'institutionnalisation de la méthode universelle, c'est le nom de la méthode de Jacotot, c'est-à-dire de l'institutionnalisation de cette figure du maître vraiment ignorant. Par exemple, comment les recruterait-on, ces maîtres ignorants? Question éminemment institutionnelle. Alors là, je me place du côté de la verticalité du pouvoir. Mais question qui se pose si on pense que l'institution scolaire n'est pas complètement nuisible dans l'éducation des enfants. Moins radical que Rancière, on peut l'être également, je pense, en ce qu'il faut prendre la mesure de l'imaginaire commun. Notamment, il faut prendre la mesure de la croyance commune en une hiérarchie des intelligences. Qui, même parmi nous, croit vraiment à l'égalité stricte des intelligences? Je ne dis pas que nous avons raison de ne pas y croire. Mais de fait, comme nous n'y croyons pas, ou comme nous sommes peut-être très peu à y croire, vraiment, c'est-à-dire à mettre ça en pratique, il faut alors prendre en compte la croyance commune, il faut prendre en compte cette croyance commune en une inégalité des intelligences, croyance qui entretient le besoin de modèle, de verticalité, chez l'enfant en tout cas. Le maître doit donc sans doute savoir user des puissances imaginaires de la verticalisation, de l'institution, dans tous les sens du terme, au sens où l'on imagine que l'enfant est peu à peu institué comme élève par le maître, c'est-à-dire élevé au savoir, et puis au sens où l'institution scolaire repose sur cet imaginaire hiérarchique des places, où le maître, bien évidemment, est au-dessus de l'élève. Donc il est à cet égard nécessaire de conserver cette imagination de la transcendance du maître par rapport à l'élève, mais je dis bien cette imagination et pas cette réalité, et de jouer sans doute avec l'affect de cette transcendance, c'est-à-dire de jouer avec l'admiration. En ce sens, il est nécessaire de faire droit à l'incarnation vocale, gestuelle, morale du maître, à l'incarnation de son enseignement, qui passe par la respiration, la position du corps, les rictus, voire les simagrées du maître, quand il réfléchit, quand il prend des pauses. Penser la figure du maître, c'est donc prendre en compte la chair de cette figure. C'est faire droit, pour reprendre une expression de l'anthropologue Albert Piette, c'est faire droit au marqueur de présence du maître, à son jeu de rôle, qui est d'ailleurs tellement investi que ni pour le maître ni pour l'élève, ce n'est plus un jeu et ce n'est plus un rôle. Ce peut donc l'être seulement un jeu de rôle pour un regard radicalement extérieur à l'institution, qui ne croirait pas du tout à la posture du maître et à ce petit jeu-là. Mais qui peut ne pas y croire puisque tout le monde est passé par l'école et a été marqué par cela. Bon, c'est ce que Bourdieu appellerait une illusion qui devient une illusion pour quelqu'un qui ne joue pas le jeu de l'illusion. Mais je ferme la parenthèse. Il faut par conséquent, je pense, ne pas vouloir trop vite éliminer ce manège du maître dont parle Jacotot et les affects qui l'accompagnent, l'étonnement, l'admiration,
Mais sans doute faut-il le faire sans y adhérer tout à fait, sans en faire une finalité de l'enseignement, celle de la reproduction de l'institution, et ce en tentant donc de déjouer le jeu qui s'y joue. Donc jouer de l'imaginaire éducatif pour le subvertir de l'intérieur, en montrant les ressorts. Jouer donc de la substantification des deux sujets, le maître, l'élève. L'un est sujet de son savoir, il est subjectivé par son savoir, c'est le maître. L'autre est sujet du maître, il est assujetti à lui, c'est l'élève. Et donc jouer de cette substantification pour peu à peu saper cette polarité et faire advenir une autre logique. Ce serait là la finalité. Telle serait donc la radicalité d'une position qu'on pourrait tenir par rapport à celle de Rancière, faire non plus la promotion du maître ignorant, de la figure du maître ignorant, c'est-à-dire d'une figure qui efface celle du maître savant et tout-puissant, mais faire la promotion d'un effacement plus radical de toute figure de maîtrise, eu égard à la primauté de la relation qui lie le maître et l'élève. Et même quand je dis faire la promotion, c'est encore trop dire. Si effacement du maître il y a, c'est non pas un effacement volontaire, un effacement qui reconduirait au fond encore ce que pourtant il essaye de défaire, cette position admirable de surplomb, cette position de la volonté libre, cette position de maîtrise de soi. Ce qui a lieu, je pense, lorsque le maître et l'élève collaborent, entrent dans une dynamique commune de travail, c'est un processus sans sujet, si on veut, en tout cas un processus affectif et cognitif qui n'a rien de spontané, mais qui possède toutes les propriétés de la naturalité. Un processus qui, tout en étant socio-culturellement déterminé, n'est plus de l'ordre d'un sens prédéterminé, maîtrisé, finalisé. Je dirais que c'est plus une activité, un agir, qu'un faire quelque chose. Or, et je n'aurai pas le temps je n'aurai le temps que d'esquisser l'idée, mais je vais essayer de le faire avec Vygotsky, c'est en s'appuyant sur la pensée de Vygotsky, qui est un psychologue russe du début du XXe siècle, qu'on peut tenter de penser cette figure de l'effacement radical du maître. Selon Vygotsky, la relation éducative doit solliciter chez l'enfant ce que Vygotsky appelle la zone proximale de développement, la ZPD, la zone proximale de développement, la zone prochaine de développement. Alors c'est quoi cette zone prochaine de développement ? Eh bien ça se définit comme la zone des activités que l'enfant ne peut pas accomplir tout seul, mais qu'il est apte à réaliser, des activités donc qu'il est apte à réaliser s'il y est accompagné par un autre, notamment par un maître. Et donc c'est dans cette zone-là qu'il s'agit de jouer, puisque en deçà, l'enfant sait faire, au-delà, l'enfant ne sait pas du tout faire, même avec l'aide d'un autre. Penser la relation éducative à partir de la zone proximale de développement permet ainsi de sortir de la seule considération du niveau actuel figé du développement. C'est donc, si vous voulez, sortir d'une pensée solipsiste, du développement individuel, en prenant en compte la nécessité de la détermination par autrui, mais aussi, paradoxalement, en se passant de l'idée de potentialité, qui, à mon avis, l'idée de potentialité reconduit à une certaine forme de moralisation de la relation éducative. Puisque quand on dit toujours « tu peux mieux faire », on s'appuie toujours sur cette idée d'une volonté libre qui pourrait actualiser des potentialités qui ne sont pas là. Alors, je ne dis pas que c'est complètement inefficace de dire à quelqu'un « tu peux mieux faire », mais fondamentalement, ce n'est pas vrai. Ce qu'il fait, il le fait absolument et complètement, pour autant qu'il y est déterminé par les affects qu'il a, par ses désirs, etc. Ceci étant dit, on peut toujours jouer sur l'imaginaire de la potentialité, mais il faut savoir que c'est un ressort faible. La zone prochaine de développement n'est donc pas une zone de réalité virtuelle, de puissance en puissance. La zone prochaine de développement ne définit pas une essence individuelle plus large que l'existence de l'individu, une essence de l'enfant plus étendue, si vous voulez, que l'enfant lui-même, et qui serait comme une potentialité que l'enfant a à actualiser. La zone prochaine de développement se définit plutôt comme une zone de puissance parfaitement actuelle dont l'être est d'être en relation, d'être en réseau. C'est une puissance de connexion, si vous voulez, une puissance de composition et d'augmentation de la puissance. Or, et je vais terminer là-dessus, même si Vygotsky ne le fait pas, mais en tout cas il donne tous les moyens pour le faire, il est possible d'envisager chez le maître ce que moi j'appellerais une zone prochaine d'enseignement, et non pas de développement, qui serait comme le pendant de la zone prochaine de développement chez l'enfant. Cette zone prochaine d'enseignement, si vous voulez, c'est la puissance d'enseignement déterminée dans le maître par sa liaison avec les élèves, ou avec un élève ou avec les groupes d'élèves.
C'est ce que l'enseignant ne peut pas enseigner à moins d'y être déterminé en situation par son rapport à l'élève. C'est ce qu'il ne peut pas même imaginer pouvoir enseigner à moins d'être mis en situation de le faire avec autrui. En ce sens, l'apprentissage n'est pas le propre de l'enfant ou de la situation élève. L'apprentissage est certes constitutif du développement de l'enfant, tout comme sa zone prochaine de développement est constitutive de sa dynamique d'apprentissage. Bon, chez Vygotsky, apprentissage et développement sont dans une action réciproque. Mais l'apprentissage est aussi propre au maître, non pas seulement lorsqu'il apprend des choses pour, faire son cours, mais aussi et surtout lorsqu'il apprend en situation ce qu'il peut enseigner et qu'il ne peut apprendre que par sa relation avec l'élève. C'est alors qu'il y a un étonnement et une admiration possible chez le maître, mais non pas un étonnement qui pousse à connaître, mais plutôt un plaisir étonné à sentir une aptitude qu'il n'aurait peut-être même pas cru possible. Et je pense que le même plaisir est sans doute chez l'élève qui accroît sa puissance de comprendre. Ainsi, et je terminerai là-dessus, donc, penser le développement réciproque, interconnecté, des zones prochaines de développement et d'enseignement chez l'élève et chez le maître, permet de penser une forme de dépersonnalisation du processus éducatif qui me paraît en fait très proche de ce qui se passe vraiment dans un cours, par exemple, lorsque justement ça se passe bien, ou tout simplement ça se passe. S'efface alors vraiment la figure du maître, s'estompe la dialectique de la reconnaissance et la recherche sans fin de l'estime de soi. Souvent on dit qu'il faut que l'élève retrouve une estime de lui-même. Je pense que tant qu'il est dans cette préoccupation, il ne travaille pas vraiment. Et il faut que s'affirme une activité de pensée qui passe notamment par une connexion des aptitudes à être affectées et à affecter, et par une jouissance véritable de cette activité commune. Je vous remercie.